Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Steve, Bonjour. comment vas-tu? Très très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Bienvenue donc sur ce webinaire dans lequel on va parler d'un thème plus que jamais d'actualité. Et si la crise actuelle était l'occasion de repenser les examens. Voilà le thème qui va nous occuper pendant cette heure, pendant que les derniers se connectent. Alors un webinaire qui est international aujourd'hui, puisque Steve, toi tu es basé à Montréal. Exact. Et WooClap qui est une entreprise belge, et moi je fais partie de l'équipe française de WooClap, donc on est de part et d'autre de l'Atlantique. Et parmi vous tous qui nous regardez aujourd'hui, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de monde également au Québec. Il y a aussi des personnes qui sont connectées depuis la France et depuis la Belgique. Donc un événement résolument international. Je vois que quelques personnes se connectent encore. Allez, installez-vous confortablement dans un bon fauteuil. Prenez une tasse de thé, une tasse de café pour une heure d'échange qui vont être passionnants autour de la neuroéducation et de la pédagogie. Allez, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet, le temps que les derniers participants se connectent, de vous parler un petit peu de la manière dont va se passer ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui durera 1 heure. Il sera enregistré. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Steve Masson et sur la chaîne de YouTube de WooClap également. Et puis, pour ceux d'entre vous qui préfèrent lire, qui préfèrent un texte, vous pourrez aussi retrouver un résumé de cet événement sur le blog de WooClap. Nous vous partagerons également les quelques slides de la présentation dont nous parlerons. Un petit point technique, comme vous le voyez probablement sur la droite de votre écran, vous avez un chat qui va vous permettre de poser vos questions, notamment par écrit, pendant toute la durée du webinaire. On se gardera 15 minutes à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Et donc, ce sera l'occasion pour vous d'interagir avec Steve via ce biais-là. L'équipe WooClap est dans le chat avec Hélène, Adeline et Alban qui sont là, donc qui vont collecter vos questions et puis qui nous les transmettront du coup en fin de présentation pour qu'on puisse y répondre. Les dernières personnes se connectent. Aujourd'hui, on est près de 500 personnes attendues sur ce webinaire. Normalement, tout se passera bien. Si jamais vous avez des aléas techniques, si vous êtes déconnecté ou que vous rencontrez des difficultés pendant le webinaire, évidemment, n'hésitez pas à vous reconnecter et à nouveau, pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire sur YouTube à l'issue de l'événement. Et puis, dernier point, nous allons utiliser WooClap pendant cette présentation pour interagir avec vous et pour avoir aussi votre avis. Et ça nous permettra peut-être d'orienter les discussions. Alors, gardez vos téléphones à proximité. On vous montrera tout à l'heure comment vous connecter pour répondre à quelques questions sur WooClap. Et n'hésitez pas, tout au long de cette heure de webinaire, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Woobinar, notamment WOOBINAR. Vous pouvez réagir en direct sur cette discussion. Allez, je vois que vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints. Steve, je te propose qu'on attaque. C'est parfait. Allez, peut-être pour démarrer et vous expliquer un petit peu le contexte de ce webinaire. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Fabien Morin, je suis responsable du développement de WooClap en France et au Québec. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure. Un mot sur WooClap pour commencer. WooClap, c'est une plateforme qui permet de rendre les cours plus interactifs grâce à des questionnaires auxquels les étudiants répondent grâce à leur smartphone. L'objectif de WooClap, il est de permettre aux étudiants d'apprendre plus efficacement en les plaçant notamment dans une posture active tout au long du cours. Et c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir pendant le webinaire. On a lancé chez WooClap il y a quelques semaines une seconde plateforme qui s'appelle WooFlash, qui est une plateforme qui aide les étudiants à réviser en s'appuyant sur le principe de répétition espacée et sur laquelle on a développé un module dédié aux examens. Le contexte actuel, vous l'avez en tête. Ces dernières semaines, les établissements ont dû déployer des outils numériques pour répondre à la crise. Certains existaient déjà. Il a fallu également en trouver d'autres. D'une part, pour organiser des cours à distance et puis également pour organiser des examens à distance.
Et donc, de nombreux enseignants nous ont contactés chez WooClap pour répondre à ça, nous ont demandé des conseils, nous ont demandé également de nouvelles fonctionnalités pour répondre à ça. Et donc, il nous a semblé important d'avoir une réflexion pédagogique d'abord sur ce sujet pour être certain d'apporter la bonne réponse et de faire en sorte que les enseignants puissent affronter le plus sereinement possible cette situation qui est inédite et qui est assez particulière. Et donc, pour mener cette réflexion, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Steve Masson. Steve, merci encore. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Ça fait grandement plaisir. Steve, donc, tu es professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Québec à Montréal et directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation. Tu étudies en particulier les mécanismes cérébraux liés aux apprentissages et à l'enseignement, notamment à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Tu t'intéresses particulièrement aux effets des pratiques d'enseignement sur le cerveau, au rôle des neurosciences dans le choix de stratégies d'enseignement efficaces. Et tu viens de publier un livre sur ce sujet qui s'intitule « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner ». C'était aux éditions Odile Jacob. Dans cet ouvrage, donc, tu parles de 7 principes neuroéducatifs simples pour apprendre de manière durable et efficace. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui s'adresse à tous, aux élèves et aux étudiants, évidemment, aux parents également, pour accompagner les enfants dans ce cheminement d'apprentissage, aux enseignants et aux formateurs qui découvriront des stratégies précises pour leurs cours, et puis aussi aux adultes, puisque tu y parles également de solutions utiles pour améliorer ses performances en tant qu'adulte. Steve, je te propose, si tu veux bien, qu'on commence du coup ce webinaire par parler de cet ouvrage. Et puis dans un second temps, on pourra en venir donc à cette question des examens et à la manière dont cette crise nous amène à repenser les examens. Et puis, comme je le disais, on se gardera environ 15 minutes pour répondre ensuite aux questions des participants qui nous ont rejoints. Excellent. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup à toutes les personnes qui assistent à l'événement. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi si vous êtes en Europe et ce matin si vous êtes au Québec. Donc, je trouve intéressant la réflexion que vous avez à l'effet qu'avant de réfléchir aux aspects plus techniques des examens, se posent des questions sur les fondements derrière les examens, leur utilité, leur pertinence, quels sont les éléments de réflexion qu'il faut avoir lorsqu'il est question des examens. Alors, ça me fait plaisir de tenter de cet échange avec vous sur le rôle des examens, notamment dans le contexte actuel de la pandémie. Comme ça a été mentionné, je trouverais intéressant de faire le lien avec, à vrai dire, avant de répondre aux questions, je pense que ça vaut la peine de mettre en évidence certaines idées, le cadre de référence sur lequel je m'appuie pour donner quelques réponses aux questions qui seront proposées. Donc, je vous partage à l'instant mon écran. Et donc, l'ouvrage en question vient tout juste de paraître, à vrai dire, aux éditions Odile Jacob, donc « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner », où je présente, comme ça l'a été mentionné, 7 principes neuroéducatifs. Et la particularité peut-être de ce livre-là, c'est vraiment d'essayer de mettre en évidence les retombées pratiques des recherches fondamentales en neurosciences et en psychologie cognitive et en éducation également. Donc, l'idée derrière ce cadre de référence qui me servira à répondre aux questions en lien avec les examens, c'est que de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, de mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage, peut nous donner des indices, des pistes pour mieux apprendre et enseigner. Et toutes mes réponses vont tourner autour de cette idée-là. C'est-à-dire en s'appuyant sur notre compréhension du cerveau, ce qu'on en sait sur les mécanismes d'apprentissage et d'enseignement. Donc, autrement dit, en s'appuyant sur la recherche, l'idée est d'essayer de voir les retombées maintenant sur la pratique. Donc, est-ce que la recherche, est-ce que la connaissance du fonctionnement cérébral et cognitif peut nous donner des indices pour faciliter les apprentissages et optimiser l'enseignement? Et faire des liens entre la recherche et la pratique est toujours un défi important. Donc, évidemment, on peut parler du fonctionnement cérébral, mais de façon un peu abstraite, fondamentale, si bien qu'il peut être difficile de faire le lien avec la pratique. D'autre part, on peut parler de la pratique, mais si on ne fait que
que parler des stratégies et des techniques qu'on peut utiliser en classe sans faire le lien avec la façon dont on apprend, on voit qu'il y a comme un décalage. L'idée, c'est d'optimiser l'apprentissage, d'optimiser l'enseignement. Et à ce moment-là, il faut discuter de l'intersection entre la recherche et la pratique. Et c'est ce que je vous propose dans les prochaines minutes. Et j'espère que ce cadre-là pourra nous aider à examiner la question des examens et de leur utilité. Entre les deux, je pense qu'il est utile d'essayer de mettre en évidence des principes qu'on peut qualifier de neuropédagogiques ou de neuroéducatifs, des principes qui sont à l'intersection entre la recherche, donc des principes qui reposent sur notre compréhension des mécanismes d'apprentissage, donc d'une part la recherche et d'autre part la mise en application. Et donc ces principes sont en quelque sorte le pont, le lien entre ces deux aspects fondamentaux de l'enseignement, donc s'appuyer sur la recherche, mais aussi avoir des réponses les plus claires possibles sur la façon d'enseigner pour faciliter l'apprentissage de tous les élèves. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est 7 principes qui me paraissent très importants pour apprendre. Donc, pour mieux apprendre et enseigner, la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'apprendre, c'est changer son cerveau. Donc, l'objectif premier de tout apprentissage et de tout enseignant, de tout formateur, serait d'essayer de favoriser les changements cérébraux nécessaires à l'apprentissage. Et l'un des principes de base pour favoriser ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale, donc la possibilité qu'a le cerveau de changer, c'est d'activer son cerveau. Et c'est le premier principe sur lequel s'appuie le livre et sur lequel s'appuiera notre discussion tout à l'heure. Pour apprendre, il faut que le cerveau change, je le disais, et pour qu'il change, il faut que les neurones liés à l'apprentissage s'activent. Sans activation dans le cerveau, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, il faut absolument que l'élève porte attention au contenu d'apprentissage, fasse un travail cognitif et cérébral et que ce travail cognitif et cérébral se transpose en changement dans les connexions neuronales. Apprendre, c'est créer ou renforcer ou parfois défaire ou affaiblir, dans tous les cas, ajuster les connexions neuronales. Nos connaissances sont encodées dans nos réseaux de neurones et donc pour encoder des connaissances, et pour apprendre, il faut activer ces neurones. C'est un élément fondamental et tous les autres principes que je vais vous présenter tournent autour de cette idée première, activer les neurones liés à l'apprentissage. Mais activer une fois les neurones, ce n'est pas suffisant. Pour ça qu'il y a un deuxième principe qui est d'activer les neurones à plusieurs reprises. Il y a un chercheur qui s'appelle Donald Hebb qui a mis en évidence un principe relativement simple mais puissant d'apprentissage dans le cerveau, selon lequel les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, lorsqu'on fait un exercice, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on donne une réponse, certains groupes de neurones s'activent. Et en s'activant de façon répétée et simultanée, il y a des connexions qui s'établissent entre les neurones et ces connexions-là se renforcent progressivement au cours des activations et des réactivations. Donc, il est important non seulement de prévoir, de planifier une activation liée à chacun des apprentissages, mais en fait, il est préférable de planifier plusieurs activations, donc mettant en scène différents types d'activités pédagogiques. Justement, parmi ces activités pédagogiques, il y en a 2 qui sont particulièrement efficaces et pour lesquelles on a des résultats de recherche très clairs au niveau de leur efficacité. Premier type d'exercice, ça concerne la récupération en mémoire. Et c'est le troisième principe dont je vais vous parler, d'entraîner la récupération en mémoire. Donc, pour apprendre, je le disais, il faut activer son cerveau. Et l'une des façons de le faire, c'est de demander aux apprenants de récupérer l'information qu'ils ont dans leur tête, donc de récupérer en mémoire. Donc, vous le savez, lorsqu'on apprend, l'information est stockée dans ce qu'on appelle notre mémoire à long terme. Et pour pouvoir utiliser nos connaissances, il faut donc activer ces connaissances ou les récupérer en mémoire. Et ce travail de récupération en mémoire est bien sûr essentiel pour répondre, pour accomplir une tâche, mais c'est également très important dans l'apprentissage. À chaque fois qu'on fait l'effort de chercher dans notre tête une information, on active
les neurones en lien avec cet apprentissage et conséquemment, il y a des changements dans les connexions neuronales qui s'établissent. Donc, d'avoir des activités où on donne l'opportunité aux apprenants de récupérer en mémoire leurs connaissances, c'est un aspect qui n'est pas du tout à négliger dans nos approches pédagogiques. On devrait prévoir, planifier au moins certaines activités qui sont des activités qui nécessitent de récupérer en mémoire les informations. Et c'est important parce que, je le disais, d'une part, ça active les neurones, mais aussi parce que certaines recherches montrent que lorsqu'on doit récupérer en mémoire, on active des régions clés de l'encodage efficace dans notre cerveau. Et ces régions sont notamment ce qu'on appelle le cortex préfrontal ventrolatéral et une région qui est plus au cœur du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et donc, lorsqu'on fait ce travail de récupération en mémoire, on active notamment des régions clés pour mieux apprendre. Un deuxième type d'activité aussi qui est très pertinent pour activer efficacement les neurones, c'est de demander aux apprenants d'élaborer des explications. Donc, lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi une affirmation est vraie ou comment se fait-il qu'un avion puisse décoller, par exemple, lorsqu'on pose donc des questions commençant par pourquoi ou par comment, ces questions nécessitent non seulement de récupérer l'information en mémoire pour pouvoir répondre, mais ça nécessite aussi d'établir des liens entre les connaissances. Pour expliquer, il faut faire des liens. Et en faisant ces liens-là, ce qu'on fait, c'est qu'on active nos neurones, on crée des connexions entre les différents groupes de neurones et donc, conséquemment, ce qui se produit, c'est qu'on crée un système de connaissances, un système de neurones et donc, ça nous aide à, d'une part, structurer nos connaissances, mais d'autre part, ça augmente notre capacité à récupérer en mémoire l'information et ultimement à apprendre. Un autre principe concerne comment on organise les activités et les activations. Idéalement, il faut le faire de façon espacée. C'est-à-dire que si on a deux activités d'apprentissage liées à une thématique précise, il est préférable de ne pas faire ces deux activités une à la suite de l'autre. Il est préférable d'espacer dans le temps les activités. Et il y a plusieurs raisons à ça. L'une des premières raisons, c'est que lorsqu'on espace les activités, on favorise un maintien de l'activité cérébrale tout au cours des exercices qui sont élaborés. Donc, lorsqu'on fait à plusieurs reprises le même genre d'exercice, de façon rapprochée, de façon regroupée, ce qui se produit, c'est que l'activité cérébrale a tendance à diminuer. Lorsqu'on espace dans le temps, donc les activités, ça permet un meilleur maintien de l'activité cérébrale et ce qui conséquemment contribue à un meilleur apprentissage. Il y a en plus le fait que lorsqu'on espace les activités, souvent, il faut dormir entre les activités. Et lorsqu'on dort, on réactive en partie les mêmes neurones que ceux qu'on a activés durant la journée. Et donc, si on a activé les neurones liés à l'apprentissage des fractions, par exemple, ou de l'addition de fractions, durant notre sommeil, on réactive notamment les mêmes groupes de neurones, ce qui contribue à la consolidation des apprentissages. Deux autres principes sont en quelque sorte des mesures de précaution. Donc, il faut activer les neurones en s'assurant de maximiser la rétroaction. La rétroaction, en fait, c'est le feedback, c'est le retour d'informations qu'on reçoit à la suite de la formulation d'une réponse ou après avoir agi, après être intervenu sur notre environnement, après avoir manipulé des choses, par exemple, et qu'on regarde l'effet de nos actions, de nos réponses sur notre environnement, à ce moment-là, on reçoit une rétroaction. Et parfois, la rétroaction va confirmer que la réponse qu'on a fournie ou l'action qu'on a faite, elle était appropriée, elle était bonne. Donc, on parle alors de rétroaction positive. Mais parfois, la rétroaction peut mettre en évidence le fait qu'on s'est trompé, qu'on a commis une erreur. À ce moment-là, on appelle ça, dans le domaine de la recherche, la rétroaction négative. Et cette rétroaction, elle est essentielle pour pouvoir ajuster les connexions neuronales. Donc, la rétroaction positive envoie un signal dans le cerveau que les connexions neuronales qui ont servi à formuler la réponse sont bien organisées, sont efficaces. Et conséquemment, lorsqu'on reçoit de la rétroaction positive, on active notre cerveau, notamment dans une région qui s'appelle le striatum. Il y a relâchement de dopamine et ça a pour effet de créer un sentiment de plaisir ou de satisfaction. Et effectivement, lorsqu'on réussit une tâche, de façon générale, on a tendance à
à avoir une certaine satisfaction liée à cette réussite-là. Et cette satisfaction est importante pour apprendre, bien sûr, parce que ça peut mener à une plus grande motivation, une plus grande appréciation des apprentissages. La rétroaction négative, celle en fait où on réalise qu'on a commis une erreur, elle est importante aussi parce qu'elle peut déclencher des mécanismes de correction dans le cerveau, notamment l'activation d'une région qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur, en plus de régions du cortex préfrontal qui est situé devant le cerveau. Et l'activation de ces régions mène donc à un processus de correction d'erreur. Et c'est crucial. Cette question de la rétroaction, elle est vraiment cruciale. C'est d'ailleurs l'un des facteurs pédagogiques les plus importants pour apprendre. Et la raison est bien simple, c'est que si on entraîne la récupération en mémoire ou qu'on entraîne l'élaboration d'explications, la plupart du temps, c'est bien pour l'apprentissage. Par contre, il faut bien comprendre que si l'apprenant récupère une information erronée en mémoire et qu'il la récupère à plusieurs reprises, ça a pour effet de renforcer l'erreur dans le cerveau, ce qui est tout à fait pas bénéfique à l'apprentissage. La rétroaction permet notamment d'éviter la répétition d'erreurs. À ce moment-là, lorsqu'on commet une erreur, si on reçoit une rétroaction, ça envoie un signal qu'il est nécessaire d'ajuster les connexions neuronales. Un dernier principe, le 7e, vient en appui en quelque sorte au principe de rétroaction, c'est qu'il faut autant que possible essayer de cultiver ce qu'on appelle un état d'esprit dynamique, ce qu'on appelle aussi en anglais un growth mindset. Un état d'esprit dynamique, c'est un état dans lequel on a confiance en notre capacité de s'améliorer. Donc, si un individu croit qu'il est capable de s'améliorer dans une tâche, qu'il est capable de devenir meilleur, il a tendance à porter davantage attention à la rétroaction qui est fournie. Et c'est assez logique parce qu'à l'opposé, si une personne n'a pas un état d'esprit dynamique, mais a plutôt un état d'esprit fixe, bien, ce qui se produit, c'est que la personne ne croit pas en sa capacité d'améliorer et conséquemment, les efforts nécessaires à l'apprentissage vont être jugés impertinents. À ce moment-là, il y a comme une évaluation coût-bénéfice. Hein? Si on juge que les efforts en valent la peine parce qu'on peut s'améliorer, on va avoir tendance à porter davantage attention à la rétroaction qui va être fournie et conséquemment, ça va mener à un meilleur apprentissage. Donc, vous voyez, c'est 7 principes constituant en quelque sorte un espèce de système qui nous permet de mieux choisir nos activités pédagogiques, de mieux les organiser dans le temps et ça nous permet également de jeter un regard sur certains outils pédagogiques ou certaines approches pédagogiques. Et lorsqu'on parle d'examen, il y a beaucoup d'enjeux liés aux examens et grâce à ces principes-là, on peut, de façon appuyée à la recherche, essayer de voir quelle est la pertinence des examens, quelles sont les dérives possibles liées aux examens, quels sont donc les avantages et les limites de ce type d'activité, si on peut l'exprimer ici, mais aussi quelles seraient peut-être les précautions à prendre pour essayer d'optimiser l'utilisation de ce genre d'exercice dans un contexte d'apprentissage. Donc, vous allez voir que lorsqu'on va aborder les questions liées aux examens, je vais souvent faire le lien avec ces principes-là et donc je trouvais utile de vous le présenter dans un cadre plus organisé que pour apprendre, il faut activer à plusieurs reprises les neurones, notamment en récupérant mémoire et en élaborant des explications, et tout ça de le faire de façon espacée, en s'assurant de la rétroaction et en s'assurant que notre façon d'interagir avec l'élève lui donne le coup de croire en ses possibilités d'amélioration. Merci. Merci Steve pour ces explications. Effectivement, je pense que la transition est toute trouvée. Pour bien apprendre, il faut revoir une notion plusieurs fois. Il va falloir la voir de manière espacée dans le temps. Et ça, ce qu'on met derrière de manière assez habituelle, c'est les révisions finalement. Et quand on demande à un étudiant pourquoi est-ce que tu révises, souvent ce qu'il va nous dire, c'est parce qu'à la fin, j'ai un examen. Tu parlais du principe de rétroaction de la même manière. Immédiatement, je pense à quoi on peut penser, c'est l'enseignant qui va pouvoir indiquer à son étudiant est-ce que la réponse est bonne ou pas. Et un cadre notamment pour faire ça, ça va être celui de l'examen. Et donc effectivement, merci pour ces principes qui apportent déjà un premier éclairage sur cette question des examens. Avant d'aller plus loin sur ce sujet-là, on va vous proposer à vous toutes et tous qui nous regardez 2 petites questions
pour avoir votre avis sur le sujet. Je vais vous partager mon écran. Voilà, vous voyez donc mon écran et donc je vais vous proposer de vous connecter sur WooClap avec le lien qui s'affiche ici. Éventuellement, vous pouvez scanner ce QR code. Le lien donc que vous pouvez rentrer directement dans un navigateur sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, www.wooClap.com/webinar. Et ça va nous permettre de vous poser 2 petites questions pour avoir votre avis sur la question des examens et sur lesquelles, Steve, bien sûr, tu pourras réagir. Allez, je vois qu'une centaine d'entre vous êtes déjà connectés. Alors, je vais vous afficher la première question et ceux qui ne sont pas connectés, vous pouvez continuer à vous connecter, évidemment. Le lien de connexion est toujours ici en haut. Une première question, Steve, c'est toi qui voulais la poser pour avoir un petit peu une idée de ce que pensaient les participants à ce webinaire. Étant donné la pandémie actuelle, est-il préférable, selon vous, de laisser tomber les examens alors qu'on voit les résultats de ce sondage qui s'affiche en temps réel? C'est intéressant, vous êtes une majorité, 63% pour le moment, alors que les derniers continuent à se connecter et à répondre. Voilà, 64% d'entre vous à plutôt être négatif là-dessus. À votre sens, il faut continuer à faire des examens, mais vous êtes tout de même un tiers à vous prononcer pour, pourquoi pas, laisser tomber les examens. Steve, est-ce que tu veux peut-être réagir à chaud sur ces réponses? Tout à fait. J'ai posé la question parce que, en tout cas au Québec, je pense un peu partout dans le monde, on se pose la question, tu sais, à quel point faut-il maintenir d'une part le système éducatif en place, à quel point faut-il maintenir la présence des enfants à l'école ou à distance. Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue à évaluer? Est-ce qu'on continue à faire des examens? Et donc, la question me paraît tout à fait légitime, parce qu'on peut dire que le contexte actuel fait en sorte qu'il y a des défis supplémentaires à l'apprentissage, ça, personne n'en doute, et conséquemment, peut-être, il faut mettre de côté à ce moment-là les évaluations plus formelles qui permettent une sanction, qui permettent un jugement. Donc, je comprendrais tout à fait qu'on se pose la question, en tout cas. Là, je peux voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui croient qu'on ne devrait pas les laisser tomber, et j'ai tendance à dire que c'est également mon point de vue, comme on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a des avantages et des inconvénients aux examens. La question, c'est d'essayer d'optimiser les avantages et d'essayer de réduire les inconvénients, en particulier dans le contexte actuel. Effectivement, c'est un débat qu'on a vu dans la communauté éducative ces dernières semaines. Les notes qu'ont pu avoir les étudiants pendant cette crise, fallait-il les prendre en compte ou pas dans leur évaluation de l'année? Évidemment, c'est important et ça change la donne pour les étudiants, donc c'est un sujet important. Merci à toutes et à tous pour vos réponses sur cette première question. Ce que je vous propose, c'est une deuxième question. Ce que je vous propose, donc, c'est d'entrer un verbe uniquement. Selon vous, à quoi servent les examens? En un verbe, encore une fois. Et donc, on va voir ce nuage de mots se former petit à petit avec vos différentes réponses. Et là, on a déjà plus de 100 mots qui sont arrivés dans ce nuage de mots et déjà quelques idées qui se dégagent. Plusieurs verbes très intéressants, effectivement. Je crois que vos idées vont idéalement lancer cette discussion sur les examens. Alors que vos réponses continuent d'arriver, on arrive à près de 200 mots. Allez, je vous laisse quelques secondes de plus
pour les derniers qui souhaitent envoyer une réponse. Allez, on va bloquer les votes pour pouvoir discuter de ce premier nuage de mots qui ressort. Nuage de mots intéressant. Steve, est-ce que peut-être tu veux réagir sur certains des termes qui se dégagent? Oui, tout à fait. Hein. Donc, évaluer, valider, certifier, tester, je crois avoir stressé, réactiver, renforcer. Très intéressant, ça. J'ai comme l'impression qu'il y a deux grandes familles de verbes. Il y a les verbes liés un peu au principe que je présentais, hein, c'est-à-dire apprendre, rétroagir, ainsi de suite. Mais il y a aussi des verbes qui concernent plus l'évaluation, la certification, tester, poser un jugement. Donc, il y a à la fois des éléments liés à l'apprentissage en tant que tel, puis il y a des éléments plus au niveau de porter un jugement. Puis effectivement, quand on réfléchit aux examens puis à l'évaluation, il y a vraiment ces deux composantes-là qui sont présentes, comme on va en discuter dans quelques instants, c'est certain. Hein. Donc, ma façon de réagir à ça, c'est les mots me paraissent très, très bien choisis concernant donc un verbe associé aux examens, là, tout à fait. Effectivement, je pense que ça lance très bien, du coup, peut-être ma première question sur ce sujet-là. Tout simplement, Steve, à quoi servent les examens? Quels sont les objectifs quand on se dit on va faire un examen? Et sur le plan pédagogique, du point de vue de la neuroéducation, pourquoi faire des examens? Oui, ben, c'est une bonne question. Puis le mot qui est le plus en évidence, c'est le mot évaluer. Hein. Évidemment, il faudrait définir ce que ça veut dire, évaluer, mais la plupart du temps, quand on pense aux examens, on pense d'abord et avant tout à l'idée qu'on va obtenir une note. Donc, on fait un examen, on obtient une note et cette note va servir à prendre des décisions sur le fait de passer au niveau supérieur, par exemple, sur le fait d'avoir ou de ne pas avoir acquis certains apprentissages. Et donc, le premier réflexe qu'on a lorsqu'il est question des examens, c'est cet aspect de l'évaluation, en quelque sorte. Et ça fait en sorte que si on ne s'attarde qu'à cet aspect-là, ben, on peut souvent avoir une perception négative du rôle des examens en classe. On peut par exemple, se dire, ben, ça sert juste à classer, à juger les élèves, ils n'en ont pas nécessairement besoin. On peut se dire avec raison que ça peut être une source d'anxiété pour certains élèves. Hein. D'ailleurs, il y avait le verbe stresser tout à l'heure. Effectivement, pour les étudiants, l'examen, ils ne l'associent pas à un bon moment, en général. Oui, c'est en général. Puis là, on a tendance à croire que les étudiants n'aiment pas donc les examens. On entend aussi des arguments à l'effet que ben, le temps qu'on consacre à des examens, on pourrait le consacrer à faire autre chose, à faire d'autres activités peut-être plus pertinentes, qui sait. On dit souvent que les examens mènent à un apprentissage superficiel, hein, parce qu'on fait juste apprendre par cœur les choses, semblerait-il, puis on répond à l'examen, puis c'est réglé. Donc, il y a une connotation assez négative par rapport aux examens. D'ailleurs, j'avais vu une synthèse qui avait analysé les articles portant sur les examens dans 3 grandes revues en éducation. Et cette synthèse dévoilait que 90% des articles publiés dans ces revues-là étaient négatifs. Donc, les points de vue étaient négatifs par rapport aux examens. Et les arguments qui étaient évoqués, c'est les arguments que j'ai présentés tantôt, mais il faut comprendre que bien que ces arguments soient légitimes, il y a certains aspects qui nous amènent à mettre en doute la valeur de certains de ces arguments, ou du moins de considérer qu'en prenant certaines précautions, on peut éviter certaines dérives. Je vous donne un exemple, par exemple, de dire que les examens sont une source d'anxiété pour les étudiants. C'est vrai, c'est documenté, certains étudiants sont anxieux. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est d'enlever les examens? Ce serait une piste de solution qui viendrait avec certains inconvénients, c'est certain. Mais une autre piste de solution intrigante serait de faire plus d'examens pour réduire l'anxiété. Et il y a certaines études qui montrent justement ça, c'est-à-dire qui montrent que lorsqu'on fait plus fréquemment des examens avec les étudiants ont plus confiance en leurs capacités et conséquemment deviennent moins anxieux lors d'un examen. Et il y a même une étude assez fascinante qui a fait le test. Qu'est-ce qui arrive si on donne un examen à chaque cours? C'était dans un contexte universitaire où les étudiants avaient un cours par semaine et on avait fait l'expérimentation un peu audacieuse de dire qu'il y a un examen à chaque cours. Et de façon étonnante, j'ai pris des notes, 72% des étudiants, je le disais tantôt, qui étaient moins anxieux. Il y en a 77% qui disaient préférer avoir un examen à chaque cours
plutôt que juste 1 ou 2 examens durant tout le trimestre. Et là, on voit bien que les examens peuvent être une source d'anxiété, mais si on est bien préparé aux examens, à ce moment-là, on réduit cette anxiété-là. D'où l'argumentaire que je veux mettre en place, c'est que les examens peuvent être un outil non seulement pour évaluer, sanctionner, juger, mais c'est peut-être d'abord et avant tout un outil d'apprentissage, un outil pour mettre en application notamment les 7 principes dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, ce lien du coup avec les 7 principes, on les voit bien. Alors justement, pour appliquer ces principes-là, dans ce que tu as pu voir dans les pratiques des enseignants, des établissements, est-ce que peut-être tu as quelques idées d'examens qui étaient réussis et peut-être à l'inverse aussi pour avoir le contre-exemple des examens qui avaient certains travers et qu'il faut savoir éviter quand on organise des examens. Mais tu sais, quand on fait des évaluations, lorsqu'on fait des examens, on voit vraiment dans notre tête l'idée de note. Okay? Mais mettons ça de côté un petit peu, cette idée de note, qu'il y ait une note ou pas. Okay? Les examens, c'est vraiment une opportunité d'activer les neurones liés à l'apprentissage visé. C'est une opportunité de le faire une fois de plus. C'est l'opportunité, via les questions qu'on pose, de entraîner la récupération en mémoire, entraîner l'élaboration d'explications. Et c'est l'opportunité, tu l'as dit Fabien tout à l'heure, c'est une opportunité aussi de donner une rétroaction aux élèves, une rétroaction précise. Et donc, il y a de clairs avantages. Et donc, pour que ça soit un bon examen, en quelque sorte, à mon avis, il y a cet aspect-là. L'examen doit s'inscrire dans une planification pédagogique plus globale où on souhaite mettre en application notamment les 7 principes dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut essayer d'optimiser donc la mise en application de chacun des principes via les examens. Et là, à mon avis, il y a certains aspects à considérer, OK? Donc, si on pose la question, c'est quoi de mauvais examens? À mon avis, l'un des critères à considérer, c'est si l'examen est trop difficile. Si l'examen est trop difficile, les effets négatifs des examens vont être amplifiés. Il est assez clair que si on se fait dire à répétition qu'on fait des erreurs, si donc on a une rétroaction négative soutenue, ça peut mener à un découragement. Ça peut mener à une démotivation. Fait que, très important d'ajuster le niveau de difficulté des questions en fonction de l'endroit où se situe l'apprenant dans son continuum. Corrige-moi si je me trompe, Steve, mais il me semble que les rétroactions positives entraînent l'apparition de dopamine notamment, qui va jouer sur la motivation de l'apprenant justement dans son parcours d'apprentissage. Ben, tout à fait, bon point. Et la meilleure façon de motiver les étudiants, c'est en s'assurant qu'ils réussissent. À chaque fois qu'ils réussissent, il y a cette activation du striatum et ce relâchement de dopamine qui fait en sorte qu'on a tendance à aimer ce qu'on est en train de faire. On a tendance à aimer donc l'apprentissage, à être content. Et ça nous donne le goût, bien sûr, de reproduire cet état de satisfaction. Alors, un examen trop difficile qui mènerait systématiquement de la rétroaction négative n'aurait pas cet effet bénéfique sur la motivation. En même temps, il ne faut pas que l'examen non plus soit trop facile. Pourquoi? Parce qu'il faut faire quelques erreurs pour apprendre. La rétroaction négative joue un rôle crucial dans l'apprentissage, mais le plus important, j'ai tendance à vous dire, c'est un dosage entre la rétroaction positive et négative, et ça l'implique de bien ajuster le degré de difficulté des questions. J'ai même vu une modélisation assez intéressante qui mériterait d'être confirmée par d'autres études, par contre, mais qui suggérait que lorsqu'on fait un travail et qu'on obtient un taux de réussite d'environ 85 %, ça serait le scénario le plus optimal pour l'apprentissage. Possiblement parce qu'on a suffisamment de rétroactions positives, pour profiter des effets bénéfiques de la dopamine, du renforcement sur les connexions neuronales qui sont efficaces, mais en même temps, on a fait suffisamment d'erreurs pour nous donner l'opportunité de se corriger et de bonifier notre raisonnement, nos réponses. L'un des aspects, j'ai tendance à vous dire, pour faire un bon examen, il faut que ça soit idéalement pas
correctement dosé. Au niveau du degré de difficulté, ça me paraît important. Si tu me permets, j'ajouterais une autre composante qui est vraiment assez importante et fondamentale. Il faudrait essayer d'éviter que dans la formulation des questions, ça soit trop difficile à comprendre inutilement. Ce que je veux dire par là, c'est certaines questions peuvent être très, très simples et donc les lire et les comprendre, ce n'est pas très difficile. Mais parfois, on peut poser une question qui n'est peut-être pas tout à fait claire ou peut-être très complexe dans la structure de la phrase ou dans le nombre d'éléments qui sont mis en relation, si bien que là, à ce moment-là, il faut faire deux choses pour répondre à la question. Il faut comprendre la nature de la question et il faut y répondre. Mais si on n'arrive pas à franchir cette première étape, non pas parce qu'on manque de connaissances, mais parce que les questions sont trop surchargeantes au niveau cognitif, mais là, à ce moment-là, une partie des apprenants ne pourront pas répondre, non pas nécessairement par manque de connaissances, mais parce qu'ils sont incapables, ils sont dans un état de surcharge cognitive qu'on appelle, puis à ce moment-là, ils n'arrivent pas à bien comprendre le sens de la question, puis ils vont avoir de la misère à articuler aussi, toujours à cause de cette surcharge, ils vont avoir de la difficulté à articuler leur réponse à ce moment-là. Moi, ça serait donc deux grandes précautions, j'aurais tendance à dire, surtout en contexte de la pandémie actuelle. On ne veut pas que les examens soient trop difficiles. Mais on veut quand même que l'élève ait l'opportunité d'apprendre d'une rétroaction et d'erreurs commises. Donc, il y a vraiment un ajustement. Puis je pense que le degré de difficulté des questions est très dur à mettre en place parce qu'il faut tenir en compte des apprenants, du contenu, mais aussi du contexte dans lequel on se trouve. Et là, dans le contexte dans lequel on se trouve, où la plupart des apprenants sont dans bien sûr un environnement inhabituel, un environnement où les sources de distraction et de préoccupation sont nombreuses, les risques de surcharge cognitive sont encore plus élevés. Fait que dans le contexte actuel, j'ai tendance à dire oui aux examens pour tous les avantages que ça a au niveau de la mise en place des différents principes discutés, mais avec beaucoup de prudence. Peut-être que les questions plus complexes qu'on avait tendance à poser avant la crise, peut-être qu'il faut les mettre de côté, il faut être très prudent dans leurs utilisations pour ne pas mener à un taux d'échec important, puis pas mener aussi à cet état de surcharge qui est vraiment embêtant parce que si l'élève est surchargé, on peut avoir de la misère à évaluer, de la difficulté à évaluer où les élèves se situent dans leur apprentissage. Fait que ça serait au moins cette double précaution-là, j'ai tendance à dire, qui serait importante. Là. Tu nous parles du contexte de cette crise qui est particulier, effectivement. Il y a un débat notamment qui a émergé ces derniers temps avec les examens à distance, c'est la question de la triche, qui était de dire l'étudiant va faire son examen à la maison, donc il peut demander autour de lui, il peut aller chercher sur Google éventuellement, et du coup l'examen, quelle devient sa valeur. Et je crois que ce que ça interroge, et je voulais en discuter avec toi, c'est de se poser la question finalement de qu'est-ce qu'il faut évaluer dans un examen. Est-ce que c'est les connaissances de l'étudiant? Tu nous parlais tout à l'heure du fait que lorsqu'on élaborait des explications, ça nous obligeait à lier plusieurs connaissances. Et derrière ça, on voit bien qu'il n'y a pas seulement la notion de connaissance, mais aussi du coup d'être capable d'élaborer des liens entre les connaissances. Est-ce qu'il faut évaluer la capacité à faire un raisonnement? Voilà, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? C'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Et à mon avis, il ne faut pas négliger l'évaluation des connaissances. Et évidemment, on souhaite que les élèves soient capables d'élaborer des explications complexes. On souhaite qu'ils soient capables d'établir des liens. On souhaite qu'ils soient capables de résoudre des problèmes. Idéalement, en situation complexe, en situation authentique, qu'on pourrait dire, similaire à des situations qu'on pourrait vivre dans la vie réelle. Par contre, il faut bien réaliser que si on évalue toujours à partir de problèmes complexes, on est en train d'évaluer deux choses. On est en train d'évaluer les connaissances, les habiletés de l'élève qui ont été acquises en classe, mais on est en train aussi d'évaluer les aptitudes cognitives de l'élève. Parce que notre capacité à résoudre les problèmes, à manœuvrer dans des situations complexes, dépend de ces deux composantes-là. Pour répondre à un problème, il faut avoir certaines connaissances. Si on nous met une mise en situation, puis dans cette mise en situation, il faut calculer à un moment donné l'aire d'un triangle, il faut que je connaisse que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2.
Je dois avoir cette connaissance-là. Mais il faut beaucoup plus que ça dans un contexte de résolution de problème. Il faut être capable de comprendre la question, extraire les éléments importants, garder en tête l'objectif. En même temps qu'on garde en tête un objectif, il faut en même temps évaluer une démarche, imaginer une démarche dans sa tête. Cette démarche va contenir différentes étapes. Il va falloir mettre en place cette démarche-là. Donc, vous voyez qu'il faut maintenir en tête l'objectif, mettre en place chacune des démarches, garder en tête tout ça, faire les calculs, ça peut devenir très rapidement surchargeant, ça peut être difficile. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas en train de suggérer qu'il ne faut que poser des questions très simples de connaissances qui impliquent seulement de la récupération mémoire simple. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on a un examen où il n'y a que des questions très complexes, on passe à côté de quelque chose, à mon avis, c'est-à-dire qu'on défavorise les élèves qui ont des capacités cognitives un peu moins élevées. Parce que là, on est en train d'évaluer la capacité de l'élève à gérer l'information dans sa tête, en plus de sa capacité à avoir retenu certains éléments puis d'être capable de les évaluer dans un contexte. Fait à mon avis, là, il ne faut pas négliger que certaines questions soient des questions de connaissances relativement simples, qui impliquent juste une certaine forme de récupération en mémoire, parce que l'une des choses qui est souvent oubliée, c'est que plus un contenu peut être récupéré en mémoire et qui peut être récupéré en mémoire facilement, aisément, moins il va occuper de place dans notre tête. Et conséquemment, moins on a de risque d'être dans un état de surcharge cognitive. Alors, un examen qui contient quelques questions de connaissances, peut-être quelques questions plus difficiles, en ayant conscience des limites que j'ai mentionnées tout à l'heure. Bref, un certain équilibre entre les deux. Mais juste poser des questions très, très complexes et très, très difficiles, ça me paraît embêtant. Mais d'une part, parce que le taux d'échec risque d'être plus élevé, mais au-delà de ça, c'est parce que ce qu'on est en train d'évaluer, c'est pas juste ce que l'élève a appris en classe, c'est aussi ses capacités à gérer l'information dans sa mémoire de travail. Et ça, c'est un autre plan. Donc, si on veut évaluer de façon équitable envers tous les élèves, si on veut vraiment évaluer les gains d'apprentissage qui ont été réalisés, il faut idéalement avoir des questions variées, en fait. En règle générale, ça favorise l'apprentissage que d'avoir des questions variées. Donc, il devrait inclure une partie de connaissances, une partie d'explication qui demande de lier les connaissances et peut-être une partie un peu plus complexe qui implique la résolution de problèmes, tout en ayant conscience des limites que j'ai évoquées tout à l'heure. Tu parlais de la dimension d'évaluer, c'est aussi un des points, un des mots qui ressortait de ce nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure. Et j'en profite du coup pour rebondir sur la question que posaient certains d'entre vous dans le chat, sur la question de la notation et de l'évaluation des examens. Est-ce que tu as des recommandations sur comment faut-il noter un examen? Dans quel niveau de complexité des barèmes est-ce qu'il faut aller? On sait qu'il y a des enseignants qui développent des barèmes avec des points négatifs, par exemple, des choses plus ou moins complexes, où parfois on se demande est-ce qu'en fait ce qu'on mesure, c'est pas plutôt la sensibilité au risque de l'étudiant, ses stratégies de réponse, plutôt que directement ses connaissances et ses compétences. Comment noter un examen? Excellent point. Vous savez que l'un des avantages des examens, c'est que ça nous donne l'opportunité de donner de la rétroaction aux apprenants. Et là, il y a beaucoup d'études qui montrent quelles sont les rétroactions les plus efficaces. Et les rétroactions les plus efficaces ne sont pas celles où on fait juste dire si la réponse est bonne ou mauvaise. Donc, de mettre un X ou un B, une note, 2, 3, 4 ou 5, ça contribue assez peu à l'apprentissage. Les recherches sont assez claires que plus le feedback, la rétroaction porte sur la tâche, sur le lien entre la réponse et la tâche demandée, sur le processus qui permet d'obtenir la réponse et même sur les mécanismes de régulation ou de vérification qu'on peut mettre en place au cours de cette démarche-là. Donc, autrement dit, plus la rétroaction est élaborée, détaillée et axée sur la tâche, plus elle a un effet bénéfique. Donc des examens qui seraient l'opportunité pour un formateur, un enseignant, de donner une rétroaction élaborée, détaillée, risquerait d'être plus efficace. À ce moment-là, on voit bien que la note en tant que telle n'apporte pas grand-chose pour l'apprentissage. Si la note est bonne, à vrai dire, ça envoie de la rétroaction positive, une bonne chose, on est content de notre note. Si la note est mauvaise, de la rétroaction négative, on n'est pas content, ça peut même mener à une démotivation. On comprend bien que donc, les erreurs commises doivent vraiment être présentées
dans un examen, non pas comme un indice que l'élève est incompétent et pas bon dans ce domaine-là, mais comme, ah, regarde, ça c'est un indice que tu as encore besoin d'apprendre certaines choses. Et si on ne fait pas juste dire à l'élève qu'il a commis une bonne ou une mauvaise réponse, mais qu'on lui explique le processus qui explique pourquoi une réponse est mauvaise et aussi le processus qui permettrait d'apprendre pour être capable finalement de réussir ce problème, c'est d'autant plus important qu'on va développer à ce moment-là un état d'esprit dynamique, un état d'esprit dans lequel l'élève va se mettre à croire qu'il peut progresser parce que l'erreur qu'il a commise n'est pas présentée comme une fatalité, comme un symbole d'une incompétence prédéterminée, mais comme plus un élément faisant partie du processus d'apprentissage. Et ça, c'est un aspect qui me paraît important à considérer. Donc, oui, mettre une note, un chiffre, une lettre, mais ultimement, ce n'est pas tellement ça qui est important. L'important, c'est mettre en place un processus où on peut donner de la rétroaction élaborée. Évidemment, donner de la rétroaction élaborée à chaque élève constitue un défi presque insurmontable lorsqu'on travaille avec de grands groupes, mais on peut revenir sur certaines réponses. On peut utiliser des outils qui permettent de donner une rétroaction automatisée ou immédiate autant que possible, parce qu'en fait, les études sur la rétroaction sont claires. De façon générale, plus la rétroaction elle est immédiate, donc plus elle suit immédiatement la réponse donnée, plus elle va être efficace, et plus cette rétroaction est élaborée, plus elle a de chance aussi d'être efficace. Donc, c'est des éléments à considérer. Je reprends l'une des questions que plusieurs personnes nous posent dans le chat, qui s'interrogent sur ce que tu mets exactement derrière la notion d'examen. Et je vais peut-être compléter là-dessus. On pense particulièrement peut-être à deux formats, l'examen final à la fin d'un module de cours, des petits tests qui vont ponctuer le cours tout au long du semestre, qui ont probablement des rôles différents et des manières de faire qui sont différentes du coup. Oui, mais c'est très bien de poser la question parce que quelqu'un qui perçoit les examens comme étant vraiment l'examen final à la fin d'une grande étape d'apprentissage, à ce moment-là, quand on voit les examens de cette façon-là, on les voit surtout comme un outil d'évaluation, de jugement pour permettre à l'apprenant, par exemple, de passer au niveau suivant. Moi, je ne conçois pas beaucoup les examens de cette façon-là. Je reconnais que c'est une des utilités des examens, mais en vrai dire, les examens, pour moi, c'est un moment où on doit répondre à des questions. Et lorsqu'on doit répondre à ces questions-là, on obtient, on doit récupérer en mémoire, on doit élaborer des explications, on doit activer son cerveau. Souvent, les examens ont lieu un peu après les périodes d'apprentissage, donc on fait un certain espacement, et tout ça, donc, contribue à l'apprentissage. Mais vous voyez bien que dans ma définition, il n'y a pas beaucoup de distinction entre les examens, les tests, les exercices où on répondra à des questions, et c'est tout à fait similaire parce qu'il y a des caractéristiques communes pour l'apprentissage. On doit chercher l'information, utiliser l'information et conséquemment, on active nos connexions neuronales et on modifie notre cerveau. À toutes ces caractéristiques qui sont très, très communes, donc il y a beaucoup de similitudes entre les examens, les tests, les exercices. Il y a des différences aussi, je le reconnais, les examens sont comme plus importants, sont souvent un moment où c'est plus long et ça a le plus d'impact sur notre cheminement, ces examens-là. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et c'est pour ça que parfois, ça cause de l'anxiété. Parfois, ça peut venir avec des problématiques particulières. Et d'où l'intérêt d'essayer de moduler. Donc, au lieu d'avoir un seul examen très, très important, on doit voir justement cet examen final comme étant un élément auquel on s'est préparé en cours de route de toute façon. Donc, c'est sûr que si les apprenants font un certain type d'activité en classe, tout d'un coup, l'examen, c'est complètement différent. On se comprend que c'est très terrifiant pour les apprenants de devoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas été habitués, auquel ils n'ont pas été habitués. Puis là, à ce moment-là, donc, je vois les examens vraiment comme un continuum en quelque sorte, où on donne des explications, on fait des exercices, on donne une rétroaction, et là, on a de plus en plus d'attentes par rapport à la capacité de l'élève d'y arriver. Mais il faut donc bien préparer les élèves à l'examen. Et c'est crucial. Hein? Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves réussissent, mais on souhaite qu'ils aiment l'école, qu'ils aiment leurs apprentissages aussi. On souhaite qu'ils prennent plaisir à développer de nouvelles connaissances. Et
d'un des facteurs majeurs, c'est la réussite. Donc, si on fait en sorte que les élèves ont plus de chances de réussir, ben, c'est vraiment une bonne chose. Et pour y arriver, c'est donc de peut-être s'enlever de la tête la distinction entre des examens et d'autres exercices qui ne sont pas des examens, mais en s'assurant davantage d'un continuum entre les deux, en fait, entre les examens et les activités pédagogiques qui ne seraient pas des examens. Je me disais peut-être, avant de conclure, qu'il serait intéressant peut-être d'aborder quelques questions très pratiques pour tous les enseignants qui nous regardent et qui vont préparer leurs prochains examens, sur comment les préparer. J'avais plusieurs questions. Certaines d'entre elles, tu as déjà répondu. Comment formuler de bonnes questions, par exemple, comme tu le disais, formuler des questions les plus claires possibles pour éviter une surcharge cognitive. Tu l'expliquais dans tes principes, des questions avec comment, pourquoi, étaient des questions qui allaient permettre un bon apprentissage des étudiants. Le niveau des questions, comme tu le disais, pas trop difficile, mais pas trop simple non plus, parce que l'erreur fait partie aussi du processus d'apprentissage. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est quand donner la correction aux examens, donc le principe de rétroaction, et donc tu le disais, le donner le plus vite possible. Peut-être que tu auras quelques autres conseils à donner là-dessus. Un enseignant le disait dans le chat, c'est pas forcément facile, effectivement, quand on a des grands groupes de le faire. Une autre question peut-être qu'on peut se poser aussi, c'est quelle durée pour des examens en fonction des disciplines, des études, des pays. On a des examens très courts, une demi-heure. On a des grandes dissertations sur 4 heures, par exemple. Est-ce que tu as des conseils peut-être là-dessus, sur cette dimension-là? Oui, mais ce que tu as évoqué, c'est une bonne synthèse de ce dont on a discuté. Hein. Et j'ai parlé un petit peu tout à l'heure des caractéristiques des rétroactions efficaces. Je peux élaborer un petit peu là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans les études, règle générale, il faut que la rétroaction soit la plus près possible de la réponse. Ça favorise l'apprentissage. Mais il y a une distinction à faire par contre, c'est que cette rétroaction immédiate, elle est particulièrement importante au début de l'apprentissage. Lorsque le risque d'erreur est élevé, idéalement, il faut cette rétroaction immédiate. Lorsqu'on est dans un processus davantage de consolidation, où on a un bon degré de certitude que les élèves, que les apprenants vont y arriver, à ce moment-là, le fait d'avoir une rétroaction immédiate, elle est un peu moins importante. Donc, on peut faire une rétroaction différée à ce moment-là. Dans un contexte d'examen, c'est évidemment très difficile de donner de la rétroaction immédiate, d'où l'intérêt peut-être d'avoir des exercices préalables où il y aura de la rétroaction immédiate. Mais on peut imaginer des scénarios. Par exemple, si un exercice contient une dizaine de numéros, on demande aux apprenants de faire le premier numéro et ensuite on leur demande d'attendre. On fait un retour en groupe sur ce premier numéro, sur la démarche, sur la réponse associée à ce premier numéro. Et ensuite, on donne le hockey, le droit aux apprenants de continuer les exercices. Ce n'est pas une rétroaction immédiate, mais presque, en fait. On résout le problème, on attend quelques instants, que tout le monde ait terminé, puis on donne la rétroaction. Ça, c'est une des premières possibilités. Et il y en aurait plusieurs autres que j'ai essayé de détailler dans le livre parce que c'est clairement un défi. Dans le livre, c'est ça, j'ai essayé d'identifier le plus grand nombre de stratégies lorsqu'on est dans un grand groupe. Et l'une des stratégies, c'est celle que j'énonçais qui me paraît assez intéressante. L'autre élément, c'est, vous savez, en général, l'utilisation des technologies en éducation, c'est ni bon ni mauvais. Les études montrent assez clairement que c'est ni négatif ni positif. Donc, soutenir, admettons que dès qu'on utilise des outils technologiques, ça facilite l'apprentissage, c'est tout simplement pas appuyé par la recherche. Dire au contraire que ça nuit systématiquement à l'apprentissage, ça aussi, c'est pas appuyé par les données actuelles. Ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend toujours de ce qu'on fait comme utilisation de la technologie. Et là, à ce moment-là, donner de la rétroaction immédiate grâce à des plateformes informatiques, où on pose une question, puis tout de suite, on peut donner de la rétroaction qui est préprogrammée, qui est automatisée. C'est assurément pas la seule façon de le faire, mais c'est une des façons de donner de la rétroaction immédiate. Souvent, cette rétroaction immédiate, malheureusement, elle ne sera pas toujours assez élaborée pour qu'elle soit aussi efficace qu'on le souhaiterait, mais elle aura l'avantage d'être immédiate. Fait que ça fait partie des pistes de solutions. Pour ce qui est de la durée, là, c'est vraiment pas évident, parce que, à vrai dire, pour répondre correctement à cette question, il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel on est.
Est-ce que c'est un enseignement à distance, en présentiel, avec un petit groupe, avec un grand groupe, en contexte inhabituel de pandémie ou en contexte régulier? Fait que je pense que toutes les réponses que j'ai fournies, il faut vraiment les moduler en fonction du contexte. Et la question de la durée de l'examen aussi doit être modulée. Je ne connais pas d'études qui montreraient qu'il ne faut pas que les examens durent plus que X temps. Parce qu'en fait, ça dépend de tellement d'autres facteurs qu'il est impossible de donner une durée précise. Ça dépend du degré de difficulté des questions. Ça dépend du degré d'expertise des élèves sur le sujet questionné. Ça dépend des sources de distraction environnantes. Alors, on s'entend bien dans un contexte de pandémie, si on est à distance, dans un environnement inhabituel où on a un surcroît de préoccupations par ailleurs, bien là, il faut certainement moduler la durée en fonction de tous ces paramètres-là. Pour conclure, est-ce que justement sur ces examens à distance, tu identifies quelques autres paramètres sur lesquels il faut que les enseignants soient vigilants et peut-être pour leur donner quelques conseils dans cette période? Pour le défi là, des examens à distance, c'est surtout le risque de distraction, le risque de surcharge, surtout quand les apprenants ne sont pas habitués. Donc, habituellement, sont habitués, disons, d'avoir une feuille devant eux avec un crayon. Ils répondent aux questions, ils sont évalués formellement de cette façon-là depuis des années souvent. Et là, tout d'un coup, ça change. Il y a une interface. Il y a de nouvelles directives. Il y a de possibles sources de distraction. Si on fait un examen dans une maison où les gens parlent autour, où il y a du bruit, où tout le monde s'active, ce n'est pas du tout le même contexte que quand on est en salle d'examen où tout le monde est silencieux. Hein. Donc, le défi majeur, j'ai tendance à penser, des examens à distance, c'est notamment d'éviter les sources de distraction. Puis ça vaut la peine de prévenir les apprenants. Leur dire, écoutez, fais attention vraiment, pour faire ton examen, assure-toi dans un environnement où il n'y a pas trop de distraction, pas trop de bruit, pas trop de conversation. Évitez de laisser des fenêtres ouvertes, des fenêtres, par exemple, touchant les médias sociaux ou nos messages de courriel électronique, nos emails. Et à ce moment-là, de réduire au minimum les sources de distraction. Puis idéalement aussi, de se familiariser avec l'interface bien avant l'examen pour que ces aspects-là aient été suffisamment automatisés dans la tête de l'apprenant pour qu'il ne cause pas une surcharge supplémentaire. Donc, le fait de devoir répondre à des questions implique une certaine charge cognitive, mais ça, en plus, on a un nouvel outil, des nouvelles habiletés à développer, un nouvel environnement, des distractions. Tout ça fait en sorte que c'est encore plus difficile de montrer qu'on a appris puis qu'on est capable de résoudre les problèmes proposés ou les questions demandées. Donc, ça serait un aspect à considérer, je trouve, réduire au maximum les sources de distraction et se familiariser avec l'outil autant que possible. Donc, on retiendra ce conseil pour les enseignants qui nous regardent. Faites cet effort pédagogique aussi auprès des étudiants, de leur expliquer ce contexte-là et de leur donner ces conseils pour que les examens à distance se passent de la meilleure manière possible. Merci beaucoup, Steve, pour ces explications. Ce que je vous propose, c'est de répondre à une dernière question et peut-être tu pourras rebondir également dessus, Steve. Sur WooClap, à nouveau. En un mot, qu'avez-vous retenu de ce webinaire? À nouveau, on va voir le nuage de mots apparaître. On voit le mot rétroaction déjà hein, qui se dégage. Il y a déjà près d'une centaine de réponses. Clairement, le mot rétroaction l'emporte. Hein? Ouais. Allez, on vous laisse quelques secondes de plus pour envoyer vos réponses dans ce nuage de mots. Allez, dernière seconde pour répondre.
avant que je bloque ce nuage de mots pour qu'on puisse réagir dessus. Allez, voilà le nuage de mots final. Steve, une réaction peut-être sur tous ces mots? Ah oui, on peut voir de façon vraiment prédominante que rétroaction l'emporte, hein. Il y a beaucoup d'autres mots, incluant apprentissage, évaluation, j'en vois quelques-uns, optimisme. Il y avait adapter. Oui, c'est vrai, plusieurs de mes réponses laissaient suggérer, il faut adapter. Et à mon avis, pour adapter intelligemment, il faut s'appuyer sur, autant que possible, ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral et cognitif. Et j'aime bien cette réponse-là, l'idée d'adapter, parce qu'en fait, c'est dur d'adapter étant donné le contexte. Et c'est pour ça que j'essaie autant que possible de pas seulement proposer des principes basés sur la recherche, mais essayer autant que possible d'expliquer d'où viennent ces principes-là, pour que les enseignants soient capables d'adapter ces principes-là en fonction du contexte dans lequel ils sont, parce que c'est un défi. Et le terme rétroaction. Rétroaction revient, puis tout à fait, à mon avis, tu sais, dans les examens, il y avait vraiment deux messages que j'ai essayé d'envoyer. C'est les examens, c'est une opportunité d'activation qui contribue à l'apprentissage, mais c'est aussi une opportunité de donner ou de recevoir de la rétroaction. Ça, c'était quelque chose d'assez important parce que, je le disais, parmi les différents principes que je vous ai présentés tout à l'heure, la rétroaction, c'est le numéro 1. C'est celui dont la taille de l'effet est le plus important. Donc, c'est celui qui est le plus susceptible de contribuer à la réussite des élèves. Et les examens peuvent être un prétexte, un contexte dans lequel on peut donner cette rétroaction, idéalement immédiate et élaborée et axée sur la tâche pour qu'elle soit la plus efficace possible. Tout à fait. Et de mon côté, je note 2 autres mots dans ce nuage de mots que je voulais souligner. Le premier, c'était Steve est cool. Et le deuxième, c'est bravo. Et donc, il nous reste Moi, je vais en ajouter un. J'ai vu passer que l'animateur est clair. C'est très bien ça aussi. Les questions étaient tout à fait pertinentes. Bravo pour toi aussi, Fabien. Merci à toi, Steve. Merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire et pour cet échange qui était passionnant. J'espère que vous toutes et tous qui nous regardez, vous avez été intéressés, que vous avez appris des choses pendant ce webinaire, mais j'en suis sûr. À nouveau, vous pourrez retrouver la vidéo, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Steve Masson et sur celle de WooClap également. Vous aurez également un résumé sur le blog de WooClap. Merci, Steve. Et bon courage à toutes et à tous pour vos futurs examens. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation, puis merci à tout le monde d'avoir été présent. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.